cette marche pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative réunie autour des syndicats de la santé dans l'action unitaire 2SAU. Ils ont marqué le pas de la place de l'Obélisque au rond-point post-Médine pour inviter le régime à la table des négociations. Nous sommes dans la rue. J'espère que leurs yeux seront ouverts cette fois-ci pour nous voir. Aux sourds de l'État, qu'ils nous entendent pour comprendre que si jamais Macky ne vient pas autour de la table de négociation ou de règlement des problèmes avec les travailleurs de la santé, pendant la campagne électorale, nous allons nous organiser dans la résistance. Ce serait la première fois dans l'histoire politique du Sénégal de voir les syndicats de la santé, les syndicats de l'administration, les syndicats d'enseignants en pleine campagne électorale organiser de la résistance par rapport à leur plateforme revendicative. Un équipement adéquat aux structures sanitaires, une revalorisation du salaire des agents, un arrêt des évacuations sanitaires de complaisance sont entre autres des points pour lesquels ils attendent une réaction ferme de la part du gouvernement. Camarades, de qui se moque-t-on? Camarades, de qui se moque-t-on? De nous, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers, agents d'administration, ambulanciers, dont le rôle principal est de porter assistance et de faire cesser la souffrance et qui ont permis aux Sénégalais de survivre et de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Quand on est présent aujourd'hui, c'est parce qu'on a été très bien soignés, très bien vaccinés. Donc il faut qu'ils règlent nos problèmes. Cette marche qui a regroupé le SAMES, le Sintras, la CNTS Santé et le Sud TM Santé marque la fin du deuxième plan d'action des syndicats de la santé dans l'action unitaire. Un troisième plan d'action suivra si rien n'est fait dans les prochains jours, promet-il. Elhadj Moussa Bey, la Fédération générale des travailleurs du Sénégal et le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire se sont joints à cette marche nationale des agents de la santé. Ils entendent mener côte à côte le combat avec leurs camarades de la santé. Ils invitent les autorités à respecter les accords, suivant respectivement les propos du secrétaire général de la FGTS, Sidi Ndiaye, et le secrétaire général du CUSAMS, Abdoulaye Ndoye, au micro de notre reporter. Depuis des mois, nous sommes en lutte. Depuis des mois, nous avons déposé des plateformes. Depuis des mois, nous avons signé des accords. Même pour l'application des accords, le gouvernement a pris la clé des champs. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Camarades, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est le peuple? Le peuple travailleur? Il est là, devant vous. Donc nous disons encore une fois que cette marche est une alerte à l'opinion nationale et internationale par rapport à notre système de santé, qui est malade. Malade des accords signés, malade de manque de sous, malade de manque d'infrastructures. L'équité et la justice dans le traitement salarial des agents de l'État. Là aussi, c'est un point que nous partageons avec les syndicats de la santé et de l'action sociale. Il y a une étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Cette étude a été réalisée par le cabinet MGP Afrique. Les premiers résultats ont fait l'objet de partage. Mais le cabinet MGP Afrique a reconnu qu'il y a des disparités, des iniquités et des injustices dans le traitement salarial des agents de l'État. Donc il s'agit aujourd'hui de corriger ces iniquités, ces injustices et ces disparités. Le gouvernement nous a promis la publication du nouveau système de rémunération avant la fin de l'année 2016. Nous sommes à 10 jours de la fin de l'année. J'espère qu'ils vont publier ce document. Le CELS originel et le Grand Cadre sont en tournée dans le nord du pays pour consulter leurs camarades sur l'état d'application des protocoles signés par le gouvernement. Omar Wali Zoumarou, secrétaire général national du CELS originel, invite les autorités étatiques à faire en sorte que ces accords puissent être appliqués. Un préavis de grève sera bientôt déposé pour obliger le ministre de l'Éducation nationale à s'exécuter. Nous rejoignons Gambi Diagne. En tournée dans la région de Saint-Louis, le CELS originel est en ordre de bataille. Omar Wali Zoumarou consulte sa base. Nous sommes au regret de constater que malgré les engagements pris vis-à-vis des chefs religieux, le gouvernement tarde à apporter des réponses positives aux différentes questions qui ont été posées. D'abord le CELS originel qui, partout en tout cas, nous sommes passés, nos camarades nous demandent de songer au dépôt d'un préavis de grève pour l'année en cours. Préavis, nous avons déjà donné l'information aux autres organisations du Grand Cadre et je crois que nos camarades du SAEMS également l'ont annoncé. Donc si le gouvernement maintient
le rythme d'inertie dans lequel ils sont, nous allons forcément vers le dépôt de ce préavis qui pourrait peut-être compromettre la stabilité tant chantée au début de cette année scolaire. Membre du grand cadre, le CELS originel a invité Mamadou Lamine Dianté. Il y a un certain nombre d'accords dont l'application ne relève que de la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il a tous les moyens pour prendre en charge correctement l'application de ces accords. Vous savez, nous avons demandé et obtenu du président de la République la mise en solde de 10 000 enseignants par an, notamment en 2016. Le président l'a accepté. Le gouvernement a dit qu'en 2017, il y aura également 10 000 mises en solde des enseignants. À chaque fois que des enseignants sont mis en solde, ça fait des économies sur l'enveloppe destinée au paiement des salaires des contractuels au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Le coordonnateur du grand cadre reste mobilisé pour le respect des protocoles d'accord signés par le gouvernement. Les étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor ont paralysé toutes les activités pédagogiques de ce temple du savoir ce lundi. Ils réclament de meilleures conditions d'études. Ces étudiants déplorent les lenteurs notées dans l'autonomisation du centre des œuvres universitaires et sociales. Malik Niang et leur porte-parole, il réagit au micro de Mambinta Diatta. Nous avons constaté depuis 3 mois, nous sommes dans cette université, mais il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de centre médical, il n'y a pas de pavillon à vivre. De ce fait, nous avons lancé une alerte à toutes les autorités il y a 1 mois de cela pour leur dire que si cela persiste, nous allons arrêter tout pour demander les conditions minimales. Par la suite, il y a la nomination du directeur de Crous. Mais nous avons vu que cela ne suffit pas parce qu'on l'a nommé avec un budget de 750 millions, ce qui est insuffisant par rapport à l'attente du Crous qui attendait un budget de plus de 2,5 milliards pour fonctionner mieux. Donc vous voyez, il y a une grande différence entre le budget de Saint-Louis et le budget de Ziguinchor. Et nous, étudiants de Ziguinchor, nous avons constaté tout ce que l'État fait dans les universités, il laisse en rade les étudiants de Ziguinchor. On se considère même comme les orphelins du Sud et ce n'est pas normal. Nous sommes des Sénégalais au même pied d'égalité que d'autres Sénégalais. Il y aura plus de cours à l'université. Tous les étudiants vont rentrer chez eux. Nous allons rencontrer le roi d'Oussouye pour l'exposer le problème de l'université pour qu'il puisse participer lui aussi à l'amélioration des conditions de vie de cette université. Les étudiants n'ont pas la prérogative de fermer une université. Ces propos sont du professeur Keba Kourfia Diawara. Le recteur de l'UASZ invite les étudiants à la retenue et à emprunter la voie du dialogue. Selon lui, des efforts sont en train d'être faits par l'État pour améliorer les conditions d'études. Il les invite donc à la patience. Nous parlons à présent de la cérémonie de remise de diplômes de la promotion 2015-2016 du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Le ministre des Forces armées s'est réjoui de l'engagement des nouveaux diplômés en Master 2 en défense, sécurité et paix. Augustin Tine estime que ceci contribuera à lutter contre l'insécurité dans le continent noir. Le directeur du centre, pour sa part, confie que ces diplômés ont été bien formés, outillés afin de mettre en œuvre des stratégies qui permettent de lutter efficacement contre les conflits et autres tensions en Afrique. Un travail de Adjaran Ndiaye. Le Centre des hautes études de défense et de sécurité forme des nationaux et des ressortissants de pays de la sous-région sur les questions et problématiques de sécurité. Les responsables du centre interpellent les ressortissants de la première session sur les menaces sécuritaires qui pèsent sur le continent africain. Nous fêtons aujourd'hui l'excellence puisqu'ils ont fait preuve d'abnégation, ils ont fait preuve de détermination et d'engagement, mais surtout d'assiduité dans les enseignements. Aujourd'hui, les menaces dans ce monde sont devenues multiformes et les réponses à leur apporter devraient être donc multidimensionnelles, multisectorielles. Les acteurs de la défense ont mis en place une association dénommée GARAP pour essayer de résorber le problème de sécurité du continent. Le groupe africain de réflexion et d'action pour la paix et la sécurité, le GARAP. Et comme son nom l'indique, le GARAP c'est un médicament, mais c'est également l'arbre. Et en Afrique, l'arbre à palabre est connu comme l'endroit où se règlent les conflits. Donc nous avons choisi ce nom-là.
mais qui va également symboliser notre think tank pour essayer d'enrayer les problèmes de paix et de sécurité dans le monde. Le ministre des Forces armées salue l'acte posé par les responsables du CHEDS et exhorte les récipiendaires à relever le défi. L'efficacité d'un dispositif, qu'il soit destiné à la défense ou à la sécurité, est tributaire notamment de ressources humaines bien formées, agissant dans le cadre d'un état de droit, au service des intérêts des citoyens, de la société et dans le respect des droits humains. La vision du CHEDS, c'est un Sénégal et une Afrique dotée d'un leadership catalyseur de changement pour la restauration d'un environnement sécurisé, favorable au développement. Les diplômés s'engagent à œuvrer pour instaurer la sécurité dans tout le continent. Le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent une préoccupation majeure de l'État malgré les nombreux efforts déployés dans ce domaine. Il est donc évident qu'il est essentiel que d'autres acteurs s'investissent pour contribuer à ce combat. C'est pourquoi la Convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal a décidé de jouer sa partition. Dans cette optique, elle a renouvelé son partenariat avec des écoles de la place pour l'octroi de bourses de formation, nous dit Ndeye Fatim Lo. Conscient que l'État ne peut pas à lui seul régler le problème du chômage, la CEGED, Convergence des jeunes étudiants et diplômés du Sénégal, s'est fixé comme objectif de permettre aux jeunes diplômés de trouver du travail en créant leur propre emploi. Je fais partie de ceux qui croient qu'un diplômé chômeur n'existe pas. Ça, c'est le laxisme intellectuel. On ne peut pas avoir bac plus 4, bac plus 5, je dirais bac plus 22, rester chez soi et dire que je n'ai pas d'emploi. C'est bien beau de dire à ces jeunes qu'il faut s'investir dans notre emploi, que l'alternative c'est l'entrepreneuriat. Mais il y a des préalables. Les préalables c'est quoi? Il faut outiller ces jeunes. Les préalables c'est quoi? Il faut capaciter ces jeunes. Les préalables c'est quoi? Il faut octroyer à ces jeunes une formation de qualité par rapport à laquelle ces derniers pourront s'appesantir pour être les promoteurs de leur propre emploi. Ainsi, la CEGED vient de signer des partenariats avec des structures de formation professionnelle. C'est le cas de cette école de formation qui leur octroie cette année 75 bourses d'études d'une durée de 5 ans. Les entreprises n'étant pas en mesure de prendre l'ensemble des diplômés du Sénégal, vous savez, on est présentement à presque 250 écoles, ce qui est pléthorique. Ça veut dire que la demande est là. Ce qu'il faut, c'est la qualité. Ce qu'il faut, c'est les diplômés qui sont déjà sur le marché parfaire leur connaissance. Et ça, en parfaite communion avec la CEGED, nous essayons, tant bien que mal tous les ans, de voir comment les aider à s'inscrire dans le milieu du travail. Ces bourses vont permettre aux différents étudiants membres de la CEGED de se perfectionner et d'avoir accès à une formation de qualité pour participer pleinement au développement du pays en devenant des entrepreneurs créateurs d'emplois. Ouverture ce mardi de la 7e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social. Elle est axée sur la Convention nationale interprofessionnelle. Ce rendez-vous contribuera à améliorer le cadre juridique des relations professionnelles selon les organisateurs et permettra aussi de redynamiser la négociation collective. La présidente de l'institution a présidé cette concertation. C'était en présence de Djibi Sartioni. Le monde du travail est un monde évolutif. C'est ce qu'a compris le Haut Conseil du dialogue social qui a ouvert sa 7e assemblée plénière pour aider les partenaires sociaux, travailleurs et employeurs à réactualiser de manière consensuelle le cadre conventionnel des relations professionnelles qui les lie. Je pense qu'il n'est que temps pour qu'on puisse revisiter cette convention collective nationale interprofessionnelle qui date de 1982. Il y a de nouveaux types de relations professionnelles. C'est pourquoi ce chantier, depuis 2009, fait l'objet d'une réflexion. Dans un monde de compétitivité, les attentes et soucis sur la révision de la Convention nationale interprofessionnelle sont de taille, selon les parties prenantes. Nous avons recueilli l'ensemble des préoccupations des travailleurs qui sont affiliés au niveau des différentes centrales syndicales, les 20 centrales syndicales. Comment entendons-nous aujourd'hui aller dans le sens de la révision en prenant en compte leurs préoccupations? Ainsi, nous avons reçu de la part des centrales syndicales
toutes les préoccupations ont été formulées. Ce cadre d'échange soutenu par l'équipe d'appui technique au travail décent Bureau Pays Dakar, le Conseil national du patronat du Sénégal ainsi que l'Office national de formation professionnelle s'étendra sur une durée de 4 jours. Il s'agit à travers ces discussions de contribuer à la validation d'un cadre méthodologique d'élaboration des annexes des conventions collectives portant sur la classification des emplois. C'est en début d'édition ce 20 décembre, marque la date de rappel à Dieu de Léopold Sédar Senghor, une date importante pour le Sénégal, mais également les socialistes. Ils ont bouclé ce mardi leur série d'activités marquant la 15e édition des journées de souvenirs en hommage au président poète. Une table ronde sous la présidence du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Les jeunes du parti ont présenté des communications qui s'inspirent de l'œuvre du président poète, nous dit Kodinjay. Après la visite au musée Léopold Sédar Senghor, la veillée culturelle et le dépôt de gerbes au cimetière de Bel-Air, le Parti socialiste a tenu une table ronde pour commémorer la disparition du président poète. Une manière pour Ousmane Tanor Dieng et ses camarades de rendre hommage au père fondateur de leur formation politique. Loin d'être un homme du passé ou un homme dépassé, Léopold Sédar Senghor est plutôt une source pour demain. Aujourd'hui, sa pensée, son œuvre et son action restent encore d'une brûlante actualité. Ce poète sérère, sénégalais, africain et universel, a effectivement fondé une solide demeure. Je devrais dire plusieurs solides demeures, au nombre desquelles je voudrais citer notre parti, le Parti socialiste, et l'État du Sénégal. Des communications sur Senghor ont été faites par des étudiants du parti, une innovation majeure selon la co-coordinatrice de la vision socialiste. Avant, on faisait des colloques et cette année, on a essayé de changer un peu et on a eu à faire une table ronde sur la base d'un concours de communication. On a essayé d'appeler les jeunes vraiment à s'exprimer autour de Senghor et à parler de Senghor d'eux-mêmes et en prenant des thèmes qui sont forts à Senghor. Minés par des querelles internes, ces socialistes pensent que l'action de Senghor peut être une source d'inspiration pour surmonter cet épisode. Vous le savez, le président Macky Sall est actuellement en France, une première depuis plusieurs années. Un séjour qui suscite la réaction des internautes. Certains n'ont pas été tendres avec le chef de l'exécutif. Toutefois, beaucoup de Sénégalais rencontrés par notre reporter trouvent qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. J'y arrive. Selon eux, le plus important, ce n'est pas l'accueil, mais plutôt les retombées de la visite. Voyons cela avec Abikay. Le chef de l'État a foulé ce dimanche le sol français dans le cadre d'une visite d'État. Macky Sall a été accueilli par la ministre de la fonction publique, 15e personnalité du rang protocolaire, un accueil jugé normal par ses citoyens rencontrés. C'est les détails, le président de la République s'est déplacé. C'est vrai que c'est une invitation, ce n'est pas une visite d'État, mais à chaque fois qu'il y va pour une visite d'État, il est accueilli par une personnalité. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. En fait, moi, je ne Moi, je n'ai jamais vu de Senghor à Abdou Diouf à Abdoulaye Wade qu'un chef de l'État français qui quitte l'Élysée pour aller à l'aéroport pour accueillir un autre. Je n'ai jamais vu. Ce qui est important pour nous, que le président est parti. Si l'on se fie aux propos de ce monsieur, le plus important, ce n'est pas l'accueil, mais plutôt les retombées de la visite. Ce qui est important pour le Sénégal, qu'est-ce que le président amène pour nous, pour notre développement de notre pays, de nos terroirs et de nos villages? Voilà la question. La visite du chef de l'État en France est une première depuis 1985, un déplacement dont l'accueil est jugé honteux sur la toile. Toutefois, la totalité des Sénégalais rencontrés n'y voit pas d'inconvénient. Et nous changeons de registre. La plateforme politique Avenir Sénégal Bunubug partage la position du gouvernement sur la crise post-électorale en Gambie. Dr Cheikh Tidiane Dièye prône toutefois une solution pacifique. Il pilotait une délégation qui vient de boucler une tournée de 48 heures dans les régions de Thiès et Diourbel. Voici Cheikh Tidiane Dièye au micro de Adamaba. Nous avons salué la fermeté du gouvernement du Sénégal. Parce que ce qu'a fait Yaya Jammeh, qui n'est pas un modèle en matière de démocratie et de gouvernance, ce qu'il a fait est à condamner. Cela a été déjà fait et c'est ce que le gouvernement du Sénégal a fait. Néanmoins, pour nous, il est exclu
d'avoir une option violente ou une option de sortie par la guerre, parce que le Sénégal ne peut pas assumer ça. Nous nous félicitons des positions prises par la CEDEAO notamment. Le dernier sommet des chefs d'État a condamné encore une fois ce qui s'est passé en Gambie, a félicité, a apporté son soutien au président élu Barrow, et c'est cela dans la direction dans laquelle il faut aller. Mais il faut poursuivre le dialogue avec Yaya Jammeh. Il faut lui aménager une porte de sortie acceptable pour tout le monde. Et la seule alternative et la seule option, c'est une option pacifique. Halte aux agressions faites à la nature, l'association Biophilia s'érige en sentinelle pour faire face aux auteurs de ces actes. Elle compte passer par la sensibilisation des populations afin de préserver l'environnement. Les membres de cette association ont organisé ce lundi une journée inaugurale pour témoigner leur engagement. Ibrahim Fall a pris part à la rencontre. Biophilia, une association pour la protection de l'environnement. Ses membres se disent inquiets des agressions que subit la forêt et pour arrêter ce phénomène, un travail de sensibilisation est mené. Nous ne pouvons pas comparer l'écologie occidentale à l'écologie en Afrique. Ce que nous pouvons faire, c'est se réunir, se rassembler, tous autant que nous sommes, tous les acteurs en fait de ce pays, en direction et au service du vivant. Nous pouvons sortir d'un modèle qu'on nous a proposé pendant longtemps, qui est celui de l'industrialisation coûte que coûte comme seul critère de développement économique. Les eaux et forêts font un formidable travail pour poursuivre les trafiquants. Ce n'est pas un travail facile. Je pense qu'avec des actions justement de reforestation que va accompagner Biophilia, avec des actions de sensibilisation de la connaissance du mécanisme du vivant des forêts, du vivant de l'arbre que va réaliser Biophilia. Donc ça va aider les populations à prendre conscience de l'importance de cette ressource forestière. Protéger la nature, un combat de tous les jours pour cette association. Toutefois, les responsables se disent prêts à affronter les obstacles pour atteindre leur objectif. Moi je pense que chacun de nous, tous les jours, trébuche dans sa vie. Alors quand tu tombes et que tu es triste, tu prends ça pour un malheur. Quand tu es un biophilien, quand tu tombes, tu prends ça pour quelque chose qui t'accompagne dans la vie et tu te redresses et tu continues. Et c'est en trébuchant qu'on apprend à marcher. Donc nous allons apprendre à marcher ensemble et marcher dans un bon chemin qui va rayonner pour nous rendre heureux. Les membres de cette association veulent lutter contre le trafic de bois qui prend des proportions inquiétantes. Aujourd'hui, la mission principale de ces acteurs est de protéger la nature, qui est menacée de jour en jour. Notre série de reportages pour Noël se poursuit. Les décorations égayent la fête, mais le plus important pour les tout-petits, ce sont les jouets. Au centre-ville, il y en a pour tous les goûts. Quel cadeau pour faire plaisir à son enfant? Certains parents préfèrent ne pas offrir à leur progéniture une arme à feu ou des jeux vidéo. D'autres laissent le soin à leurs enfants de choisir. Un sujet de Lustina Sagna. À quelques jours de la fête de Noël, Dakar vibre au rythme jovial, de la décoration dans les magasins et boutiques, des jouets un peu partout. C'est la fête des enfants, une fête qui exige un bon choix de cadeaux de la part des parents. Que donner aux enfants? C'est un choix assez dispersé. Hein? Et je vois que les parents se débrouillent pour faire plaisir à leurs enfants malgré le contexte économique très dur. Mais ce que je déplore, c'est l'achat des armes à feu comme jouet. Parce que ça, dès le bas âge, ça peut inciter l'enfant à devenir violent. Et je crois que des institutions onusiennes comme l'UNICEF combattent l'achat des armes à feu pour les gamins. Pour ses parents, à la place des armes à feu, il est plus sage d'offrir aux enfants des jeux éducatifs et contribuer ainsi à leur éducation scolaire. Le choix des cadeaux, c'est vraiment primordial, hein, parce qu'actuellement, avec tout ce qui se passe là, il faut choisir les cadeaux selon l'âge. Je préfère choisir les poupées pour les filles, les voiturettes pour les garçons. Mais ce que je voudrais surtout que les parents offrent comme cadeau à les enfants, c'est des cadeaux d'acquisition de connaissances. Je pense aux tablettes ludiques, aux livres pour enfants, des cadeaux de ce genre, quoi. Mais surtout éviter les armes à feu. Si certains pensent que les pistolets et jeux vidéo peuvent influer négativement sur le comportement de l'enfant, d'autres pensent le contraire et déclarent « Les jouets restent des jouets ». Il y en a qui préfèrent les jouer avec pistolet, avec de l'eau, mais si c'est des pistolets qui ont des balles qui blessent,
Certains ne vont pas acheter ça. Pour les enfants, ils disent que c'est un peu agressif. Bon, c'est simplement un jeu. Je ne vois pas de mal à cela. On le fait juste pour faire plaisir aux petits. Donc je demande aux gens de venir acheter ces jouets et faire plaisir aux enfants pendant la fête. Bonne fête à toutes et à tous. Je le disais en titre, surnommé Amouliakar par les chauffeurs, ce surnom n'est pas fortuit. Il le doit à son abnégation et sa rigueur dans le travail. Mohamed Amouliakar Diouf est connu par les automobilistes comme étant un policier exemplaire et incorruptible. Il fait la fierté de son supérieur et de ses collègues sur la route. Amouliakar Diouf est intransigeant et veille scrupuleusement au respect de la loi. Il a toutefois d'autres qualités que nous allons découvrir ensemble dans ce dossier signé Fatou Bintou Diagne. S'il y a bien un monsieur incorruptible dans le milieu des agents de la circulation, c'est bien cet homme. De son vrai nom, Mohamed Amouliakar Diouf. Son surnom Amouliakar s'explique par sa personnalité. Mon père m'a nommé Amouliakar. Pour coïncider avec ce que je fais sur la voie publique, c'est que je suis tranchant par rapport au droit et j'essaie de tout faire pour qu'au moins montrer une belle image de la police. Entré en mars 2003 à l'école de police comme gardien de la paix, Amouliakar est intransigeant. Son sacerdoce fait respecter la loi dans toute sa rigueur. Seulement j'élève le travail au rang mystique. Quand je suis sur la voie publique, je suis tranchant. Parce que le code de la route, il a été fait pour être respecté. Les gens l'ont diabolisé tout simplement parce qu'il fait très bien son travail. Donc il est toujours à cheval sur le règlement. Au niveau du rond-point d'Emba et du pont, il arrête un chauffeur de transport irrégulier. Pour lui, ce chauffeur a failli au règlement. C'est le transport irrégulier de passagers. C'est-à-dire, c'est une infraction, c'était par le code de la route. Je ne peux pas ne pas les sanctionner, sachant que tu as déjà transgressé la réglementation et que tu viens faire du masla avec Amouliakar. Je pense que là, je ne saurais pardonner cela. Parce que si je le fais, c'est comme un échec. Nul n'est censé ignorer la loi. Il en fait son livre de chevet. Pour lui, personne n'est au-dessus des règles fixées. Les règles sont faites pour être observées. Une observation de ces règles doit nous conduire à vous sanctionner. Qui ne respecte pas le code de la route doit me craindre. Je suis là pour ça. Pour son supérieur hiérarchique, Amouliakar est un agent exemplaire car il veille au respect de la loi. C'est un élément bien coté qui travaille, qui fait très bien son travail, qui est loyal, très bien engagé, respecte ses supérieurs et qui a la conscience professionnelle vraiment exemplaire. Bon, donc c'est un élément que j'apprécie beaucoup. C'est que il n'est pas corrompu. Il est très bien engagé. Même son de cloche du côté de son camarade de la même promotion. On a fait 13 mois à l'école de police ensemble. Donc je peux vous dire que c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un d'intègre. Du point de vue du travail, il est rigoureux, il est assidu, il est ponctuel. En tout cas, je peux vous dire que lui, Amouliakar, il est très intraitable sur la voie publique. Pour ces chauffeurs de clando, Amouliakar est incorruptible et il faut des agents comme lui pour que la circulation soit normale. Il y a même pas 2 mois quoi. Amouliakar m'a une fois arrêté il y a de cela 2 mois. C'était au niveau du rond-point de la RTS et je faisais du transport irrégulier. Il a carrément refusé de me pardonner après mes